Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est sûr de dire que l'establishment américain est fermement opposé à ce que Donald Trump fait en Ukraine et avec la Russie. Malheureusement, l'establishment américain est depuis longtemps influencé par ce que j'appelle les chuchoteurs de Poutine, c'est-à-dire une classe d'universitaires et de professionnels du gouvernement qui ont fait leurs armes sur la Russie, non pas dans la perspective de la guerre froide, en se demandant comment non seulement s'opposer à l'Union soviétique, mais aussi comment s'entendre avec elle, dans un modèle à la Reagan, voire même à la Bush père, mais qui ont plutôt adopté l'approche Clinton-Bush fils Obama-Trump lors de son premier mandat, Biden, selon laquelle la Russie est un adversaire. Et depuis 2016, la Russie est l'ennemi. Tout ce qui vient de Russie est donc considéré comme mauvais. Tout ce que dit Poutine est qualifié de propagande. Et il faut s'opposer à la Russie sous toutes ses formes. Pourtant, si l'on examine cette approche dans le temps, on constate des incohérences. Mais ces incohérences suivent tout de même un schéma. Elles sont plus marquées au début, lorsque Trump tente d'évoquer la Russie et le cadre dans lequel il envisage une négociation, puis elles évoluent au fil du temps. Et aujourd'hui, le fossé est énorme. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Ce dont il parlait encore en septembre, octobre, novembre, voire même décembre de l'année dernière, et ce dont il parle aujourd'hui, quelques mois plus tard, c'est le jour et la nuit. Son discours est encore affecté de russophobie. Ce que fait Trump va totalement à l'encontre de ce que veut l'establishment. Il ne s'agit pas ici d'une quelconque dynamique ou d'un changement progressif de l'establishment américain. Non. Donald Trump est en train de détruire cet establishment, et à partir de ses ruines, il projette une nouvelle vision de la relation avec la Russie. L'année dernière, ma fille est venue avec moi en Russie, en décembre et janvier, pour voir le pays de ses propres yeux. On pourrait penser qu'une telle démarche serait encouragée par une institution cherchant à mieux comprendre comment interagir avec la Russie, qu'elle souhaiterait intégrer une part de réalité à son analyse. Mais elle n'a pas été élevée dans le même moule que moi, Scott Ritter. Elle était bien plus sceptique vis-à-vis de la Russie, bien moins encline à accorder le bénéfice du doute à Poutine, bien moins disposée à prendre les déclarations russes pour argent comptant. Elle était une sceptique convaincue, et c'est précisément pour cette raison que je voulais l'emmener. Pas pour la changer, mais pour qu'au moins son scepticisme soit éclairé. Qu'elle ne dise pas « je suis sceptique parce que mon professeur m'a dit de l'être », mais bien « je suis sceptique parce que je suis allé en Russie. J'ai vu certaines choses et j'ai des questions auxquelles je ne trouve pas encore de réponse. » Cela, c'est une démarche honnête. Mais à son retour à Georgetown, au lieu d'encourager cette quête de compréhension, ils l'ont étouffée. Comment oses-tu voyager en Russie? Comment oses-tu rencontrer ces gens? Comment oses-tu entrer dans la tanière de la bête? On l'a attaqué, personnellement. C'est ancré dans l'ADN de l'establishment américain. Je sais tout cela d'expérience, à plusieurs niveaux. Ma fille a étudié à Georgetown, à l'école des affaires étrangères, pour obtenir son master. C'est là que se forment les futurs diplomates américains, les futurs fonctionnaires du département d'État, les experts militaires et stratégiques. Beaucoup de ses camarades de classe travaillaient pour la National Endowment for Democracy, USAID, ou d'autres branches du NED, qu'il s'agisse de l'Institut républicain, de l'Institut démocrate ou des organisations affiliées aux syndicats. Ils participaient directement aux opérations de changement de régime à travers le monde. Je pense que Trump, de son côté, a été exposé à une nouvelle réalité. Et cette réalité lui est apparue de deux manières. Premièrement, il a enfin pu avoir un contact direct avec le gouvernement russe, ce qui lui était impossible en tant que simple citoyen. Désormais, en tant que président des États-Unis, il le peut. Et il s'est rendu compte qu'un véritable dialogue avec les Russes, entendre leur point de vue de leur propre bouche, change la donne. Car c'est un point de vue basé sur la réalité. Trump a dit « Je vois maintenant la perspective russe ». Et cela influence sa position, notamment sur l'OTAN. Il a compris que la Russie ne laissera jamais l'Ukraine rejoindre l'OTAN. Et il en comprend désormais les raisons. Il a intégré cet élément dans son approche de la négociation, alors qu'au début, il n'en tenait pas compte.
Son principal interlocuteur en Russie est Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds souverain d'investissement russe. Ils parlent tous les deux le langage des affaires. Si l'on regarde les discussions qui ont eu lieu à Riyad, elles étaient principalement axées sur l'économie. La guerre en Ukraine, le conflit en lui-même, a été relégué au second plan. Comme si on disait, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut trouver une solution. Mais ce sera à d'autres de le faire. Nous devons parler des enjeux plus vastes. C'était un dialogue et une discussion bien plus matures que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part de Donald Trump en novembre dernier. Son principal interlocuteur sur les questions russes était Keith Kellogg. Kellogg était censé prononcer le discours principal à la conférence de Munich sur la sécurité, mais soudainement, il n'est pas à Munich. À sa place, c'est J.D. Vance qui y est allé. Kellogg devait également se rendre au siège de l'OTAN, mais c'est Pete Hegseth qui l'a remplacé. Kellogg se retrouve donc dans une sorte de tournée de consolation. Il se rend en Pologne, mais il n'est plus un acteur clé. S'il joue un rôle à l'avenir, ce ne sera pas en tant que conseiller principal, mais plutôt comme un exécutant chargé de mettre en œuvre des stratégies définies par d'autres. Il bénéficie néanmoins de l'expérience de personnes qui interagissent avec les Russes à un niveau qui était inaccessible sous l'administration Biden. Prenons l'exemple de Wikoff, son envoyé au Moyen-Orient, qui est maintenant devenu un émissaire auprès de la Russie. Il y a environ une semaine, il s'est rendu à Moscou pour négocier la libération de Mark Fogel. Pourtant, il n'a absolument aucun passé lié à la Russie, aucun. Mais c'est un homme d'affaires, et le langage des affaires est celui de Donald Trump. Une grande partie du soutien à Zelensky vient d'Ukrainiens, qui le considèrent comme un pont vers l'Occident. Ils croient que leur rêve d'intégration à l'Union européenne ou à l'OTAN repose sur sa capacité à influencer les dirigeants occidentaux. Mais si cette capacité disparaît, alors sa présence au pouvoir devient contre-productive. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les États-Unis. Je pense qu'il est mal conseillé lorsqu'il attaque Trump, qui est notoirement susceptible et prend tout personnellement. On le voit dans les échanges actuels, Trump adopte désormais des positions extrêmes. D'ailleurs, je partage certaines des conclusions auxquelles il arrive. Mais ce qui est frappant, c'est que Trump ne disait pas cela il y a une semaine. Il le dit maintenant. Cela signifie que Zelensky a perdu toute chance d'obtenir un point de vue modéré de Trump sur les négociations avec la Russie. Désormais, Trump reprend presque mot pour mot le discours du Kremlin sur Zelensky, et ce, sans aucune pression russe. Cela montre deux choses. D'une part, que ce sont ses convictions réelles et que les États-Unis allaient naturellement dans cette direction sous Trump. D'autre part, cela facilite la possibilité pour les États-Unis d'abandonner Zelensky. Et c'est exactement la trajectoire que nous suivons. Cela viendra de l'intérieur de l'Ukraine. Dès que les élites ukrainiennes qui ont protégé et soutenu Zelensky comprendront que plus il reste au pouvoir, plus la situation se détériore, elles agiront. Aujourd'hui est probablement le meilleur jour que l'Ukraine connaîtra pour le reste de son existence. Attendre demain. C'est accepter que demain sera pire. Et une chose est certaine, après-demain sera encore plus catastrophique. La situation de l'Ukraine ne fera qu'empirer, et la principale raison en est son dirigeant, Zelensky. La plupart des responsables ukrainiens admettent que sans une aide militaire et financière continue des États-Unis, l'Ukraine ne pourra pas maintenir ce conflit bien longtemps. Certains parlent de 2 mois. Personnellement, je leur accorde plus de crédit et pense qu'ils pourraient tenir quelques mois de plus. Mais le poids de cette situation sur l'Europe sera immense. L'Europe n'est pas prête à assumer ce fardeau seule. Ils discutent de différentes options. Mais jusqu'à présent, ils sont incapables de réunir les 100 milliards de dollars supplémentaires nécessaires pour compenser l'arrêt de l'aide américaine. La question clé est donc, quel est l'ancrage réel de Zelensky en Ukraine? Qui est prêt à continuer de le soutenir? Et pour combien de temps? Peu importe le prix. Ce message résonne déjà parmi les élites ukrainiennes, qu'elles soient militaires, économiques ou politiques. Zelensky ne restera pas longtemps président de l'Ukraine. Tous les Russes avec qui je parle disent combien cette situation est personnelle pour eux. Ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont tout perdu. Les larmes leur montent aux yeux. Je me suis rendu à un monument de guerre russe. Je crois qu'il concernait Sébastopol. En y entrant, on traverse un couloir où sont gravés les noms des soldats tombés.
Leur voix résonne tout autour. Puis on débouche dans un auditorium où l'on voit leur visage, qui se transforme ensuite en étoiles. L'implication est claire. 27 millions d'âmes vous regardent et jugent chaque jour vos actions, s'assurant que vous honorez leur sacrifice par la manière dont vous vivez aujourd'hui. Ce n'est pas de la propagande, c'est la réalité. Maria Zakharova a dit quelque chose de très intéressant. En Occident, j'ai souvent du mal à faire comprendre aux Américains à quel point la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, est essentielle à l'identité russe. Ce n'est pas Poutine qui l'impose, cela résonne profondément en eux. Maria Zakharova a pleuré en parlant de sa mère et du pain. Vous vous souvenez de cette conversation? Elle expliquait pourquoi le pain a tant d'importance pour elle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa grand-mère nourrissait sa mère avec des grammes de pain. Sans cela, elle serait morte de faim. Le pain, c'était la vie. Aujourd'hui encore, en Russie, on ne laisse pas du pain sur la table. On le mange car il symbolise la vie. Maria Zakharova, pourtant une femme au tempérament dur, a pleuré en racontant cela. Puis elle a dit quelque chose de très fort. Si nous vous laissons revenir, nous savons pour qui vous travaillez. Et si votre gouvernement ose un jour souiller la mémoire des soldats tombés, minimiser le rôle de l'Union soviétique dans la libération de l'Europe ou profaner nos monuments, vous serez expulsés. L'Europe ne doit pas seulement se taire sur le rôle de la Russie dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale, elle doit le reconnaître. Elle doit aussi admettre que ce que la Russie a fait en Ukraine a une importance équivalente. La Russie affirme sa place sur la scène internationale comme elle ne l'a pas fait depuis longtemps. L'OTAN est à l'agonie, mortellement blessée. L'alliance est insoutenable. Comme vous l'avez dit, l'OTAN ne peut pas survivre sans les États-Unis. Nous avons vu cela dans cette réunion très révélatrice. Des dirigeants européens, vexés que l'Amérique n'ait pas invité l'Ukraine à la table à Riyad, se sont réunis à Paris pour discuter de l'Ukraine sans l'Ukraine. Cela montre à quel point Zelensky a chuté. Mais même lorsque Keir Starmer, presque comme un comédien de stand-up, parle du déploiement de l'armée britannique en Ukraine, la réalité est que l'armée britannique aurait du mal à déployer 2 bataillons en Ukraine. Et la durabilité d'une telle opération serait quasi impossible. Et puis les Français disent « Oui, nous allons aussi déployer des troupes ». Ils auraient de la chance s'ils parvenaient à envoyer un régiment, soit 6 000 hommes. C'est tout ce qu'ils pourraient aligner. Les Britanniques, quant à eux, pourraient envoyer 1200 soldats. Rien de plus. Ils en sont incapables. Au final, on entend les Français, Macron ou peut-être son Premier ministre, dire « Nous sommes prêts à le faire, mais nous devons avoir le soutien des Américains ». Autrement dit, en réalité, vous n'êtes pas prêts. La conclusion est simple, vous bluffez. Reprenons un instant et analysons la situation. Voici un cas où les principaux dirigeants européens se sont réunis et ont déclaré « C'est une question si importante que nous allons même aller à contre-courant des États-Unis et défier l'Amérique. » Mais militairement, ils n'ont rien. Leur puissance militaire n'existe que sur le papier. Ils n'ont aucune capacité significative, surtout en matière de projection de force. Ils ne sont littéralement qu'un costume vide, un tigre de papier, une maison de cartes. On pourrait passer la journée à trouver des métaphores pour illustrer l'OTAN sans les États-Unis. Sans le soutien américain, l'OTAN n'est qu'une coquille vide. Si vous ne comprenez pas que Trump a initié une révolution qui redéfinit déjà l'Amérique, alors vous passez à côté de l'essentiel. L'Amérique ne sera plus jamais la même après cela. Des institutions clés s'effondrent, car elles ne peuvent plus justifier leur existence. Elles étaient fondées sur des mensonges, sans transparence, et au final, elles étaient anti-américaines. Le département de la justice ne sera plus jamais le même après cela. Le FBI, si Kash Patel arrive au pouvoir, changera radicalement. L'USAID a déjà été totalement redéfini. Le département de l'éducation suivra. On pourrait continuer la liste. Une révolution est en cours à l'intérieur du pays, et en détruisant l'establishment, cette révolution libère Trump pour agir à l'international d'une manière que l'ancien système ne lui aurait jamais permise. Cela inclut par exemple la possibilité de conclure la paix avec la Russie et de se détacher de ce parasite appelé l'OTAN. L'Amérique est en pleine mutation. Est-ce pour le meilleur ou pour le pire? On ne le sait pas encore. Le débat est ouvert. Mais ce qui est certain, c'est que le jeu dont nous parlions il y a un an n'existe plus. Nous sommes dans un tout nouveau paradigme, avec de nouvelles règles.
Sauf que ces règles, nous ne les connaissons même pas encore, car tout est encore en suspens. L'administration Biden était prête à mener une guerre nucléaire contre la Russie. On en a eu un aperçu lorsque le directeur de la planification stratégique du commandement stratégique américain a pris la parole le 26 novembre au Center for Strategic and International Studies à Washington, D.C. Il a déclaré « Nous sommes prêts à mener une guerre nucléaire contre la Russie et à la gagner. » Penser que l'on peut gagner une guerre nucléaire est une folie absolue, à tellement de niveaux. On ne peut jamais gagner une guerre nucléaire, mais ils étaient prêts à tenter le coup. Ajoutez à cela une conversation que j'ai eue avec un membre influent du Congrès démocrate. Il avait été briefé par la CIA sur leur évaluation de la Russie. Je lui ai demandé « Je sais que vous ne pouvez pas révéler d'informations confidentielles, mais pensez-vous que la CIA croit que les Russes bluffent ?» Il m'a répondu « Non, le plus effrayant, ce n'était pas ça. Le plus effrayant, c'était que la CIA a clairement dit que les Russes ne bluffaient pas. » Mais encore plus inquiétante était la réaction de l'administration Biden. On s'en fiche, nous sommes prêts à mener une guerre nucléaire. Voilà à quel point nous avons frôlé le gouffre. Voilà l'état d'esprit qui régnait alors. Les pays baltes doivent faire très attention. Les Russes n'ont aucune intention de lancer une grande opération militaire contre eux. Ce n'est pas dans leur intérêt. Mais ils ne resteront pas inactifs si les pays baltes tentent de déstabiliser Kaliningrad qui est russe. Et si cela arrivait, la situation dégénérerait très rapidement. Ce serait catastrophique pour les pays baltes, car l'OTAN ne pourra pas réagir. Les États-Unis ne le permettront pas. Ce qui ne fait que souligner encore davantage la réalité. L'OTAN n'est qu'un tigre de papier. L'Europe est en train de s'effondrer. L'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est terminé. Quelque chose de totalement nouveau est en train d'émerger. Et c'est là que je reviens à ceux qui cherchent à minimiser Donald Trump. Je pense qu'il va réussir. Mais cela signifie que l'Europe devra changer en profondeur. On voit déjà la situation évoluer. Emmanuel Macron va assurément perdre la prochaine élection présidentielle face à Marine Le Pen avec un écart de 18 à 20 points. Et elle n'a aucun intérêt à prolonger ce conflit. Keir Starmer voit son soutien s'effondrer. Il sera quoi? Le 6e Premier ministre britannique en 2 ans? Depuis 2016, cela fait 8 ans, et il tombe comme des mouches. De grands bouleversements se préparent en Allemagne, en Roumanie, Giorgia Meloni, en Italie, ne sait plus sur quel pied danser. Doit-elle être pro ou anti-Europe? L'Europe s'effondre sous ses pieds. Elle a été invitée à Mar-a-Lago pour rencontrer Trump, car elle est la seule dirigeante européenne qui ne soit pas irrémédiablement marquée par la russophobie. Un autre point clé, Trump ne fait plus confiance à l'Europe en tant qu'entité unique. Il a dit à plusieurs reprises, il met fin aux relations avec l'Europe en tant que bloc. Cela signifie que des figures comme Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, peuvent bien continuer à insulter les États-Unis. Mais c'est une stratégie perdante. Un conseil de communication, vous pouvez nous détester, vraiment. Et parfois, vous avez de bonnes raisons de le faire. Nous n'avons pas toujours été de bons amis ou de bons partenaires, mais nous restons le plus gros chien du quartier. Et la meilleure approche, c'est de nous caresser dans le sens du poil et peut-être même de nous donner quelques friandises. C'est la stratégie intelligente. L'Europe est en train d'être remise au pas. Trump ne traitera plus avec elle comme un tout. Il négociera désormais sur la base de relations bilatérales avec chaque nation européenne. C'est la fin de l'Union européenne. Mais si vous voulez énerver le gros chien, lui retirer sa gamelle, lui donner des coups de pied, le provoquer. Ne soyez pas surpris s'il finit par vous avaler tout rond. L'Europe a trop insulté l'Amérique, et si vous nous insultez, soyez au moins capable de vous débrouiller seul. Assumez votre autonomie et dites « Nous pouvons fonctionner sans vous », mais ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours attaché à la laisse. Alors ne soyez pas surpris si celui qui tient la laisse décide de vous ramener à l'ordre. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama, mais c'était votre président. C'était avec Obama qui vous a donné les... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien.
Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. L'accord va être difficile à signer. Parce que les attitudes ont changé. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de mondes multipolaires rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.